Alors qu'en fait, c'était dit qu'on était les plus passionnantes depuis le début, mais bon, vous vous en rendrez compte tout seul. Ça va être le plus passionnant. C'est vous qu'il faut applaudir en fait. Bon, tout d'abord, merci d'être là. Merci à tous d'être là. Donc moi, je me présente. Je m'appelle Amandine Sagnal. Je suis journaliste pour la revue Far West, donc la revue qui co-organise ce festival. Donc on va conclure cette journée de festival, cette journée ouverte au public, avec un débat qui est certes peut-être pas le plus joyeux ni le plus feel good de la soirée, mais je pense que c'est un sujet qui est très important, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le maire. Et surtout, je pense que c'est essentiel pour nous. On a tenu à parler des féminicides ce soir dans ce festival, parce que nous, les médias, on a un rôle, je pense, important à jouer là-dedans. On a surtout un rôle essentiel quand on traite ces sujets-là, qui sont traités, je trouve, pour ma part, on aura l'occasion d'en parler, beaucoup trop sous l'angle du fait divers et pas assez sous l'angle de la politique et de la société. Donc c'est pourquoi on a trouvé ça essentiel d'en parler. Donc ouais, parler de cette responsabilité des médias et aussi parler de la responsabilité globale de la société, parce que le problème des féminicides, c'est pas seulement un problème de personnes et c'est pas forcément un fait divers, mais c'est aussi un problème de l'État qui a du mal à protéger ces femmes. On en parlera. Et c'est aussi un problème de la justice qui a du mal visiblement à punir les auteurs de ces crimes. Alors pour vous en parler un petit peu mieux et pour qu'on dresse un petit peu l'ampleur de ce problème-là, j'aurais aimé vous rappeler quelques chiffres. Alors dans le monde, une femme est tuée par son conjoint ou par sa famille toutes les 11 minutes. Donc en France, ça représente environ 125 femmes tuées tous les ans. Au total, depuis que les féminicides ont commencé à être comptabilisés en France, donc c'était il y a 16 ans, 2215 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en France. Alors pour en parler ce soir, j'accueille Lorraine Descartes. Lorraine, tu es journaliste, tu es autrice, et tu es l'autrice de ce livre qui s'appelle Nos absentes. Nos absentes, en fait, tu vas nous en parler, c'est une enquête, un récit, à mi-chemin entre le récit et l'enquête, qui a duré à peu près 8 ans, où tu es allée à la rencontre de victimes de féminicide, de femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint. Tu as retrouvé leurs histoires, leur famille, leur passé, et non seulement donc, tu as essayé de comprendre leur relation et comment ça s'est passé, mais également de comprendre l'aspect plus sociétal et plutôt voilà, l'aspect systémique que représentaient ces violences. Oui. Merci. Je vais juste présenter Sarah aussi et après je te laisse la parole tout de suite. Et donc on accueille également Sarah Baruch. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Donc Sarah, tu es autrice également, tu es autrice de 125 et des milliers. Alors 125 et des milliers, pourquoi? Parce qu'en France, on estime à peu près qu'il y a 125 femmes qui sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint environ tous les ans. Et donc toi, Sarah, de la même manière, tu es allée retrouver les familles, les histoires de ces femmes qui ont été tuées. Et tu as fait ce parallèle qui est intéressant. Tu as donné la parole à des personnalités publiques françaises, des actrices, des romancières, qui, elles, parlent de ces femmes qui ont été tuées. Tu vas nous en parler juste après. Alors pour commencer, j'aimerais te donner la parole à toi, Lorraine, d'abord, et te demander, donc on l'a dit, tu as commencé cette enquête, cette longue enquête sur les féminicides il y a 8 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à enquêter sur les féminicides à la base ? Oui, en fait, il y a 8 ans et je continue encore. Et en fait, je pensais naïvement que le livre allait marquer la fin de toute cette entreprise, mais c'est ce que je raconte, je spoil complètement, mais non. Je pense que je passerai, si je reste journaliste et autrice une grosse partie de ma vie, je pense à travailler sur ces thématiques sous diverses formes. Je tiens à signaler que le chiffre des 120-125 victimes que tu as souligné tout à l'heure, c'est les féminicides conjugaux. C'est l'objet de mon livre, mais évidemment, il y a d'autres formes aussi qui peuvent s'inscrire dans cette mécanique meurtrière perpétrée sur un terrain de violence de genre. Et moi, effectivement, j'ai commencé à travailler là-dessus en tant que reporter il y a 8 ans. À la base, j'étais une jeune journaliste fraîchement émoulue d'une école de journalisme. Et j'ai travaillé d'abord à l'étranger. Je faisais du grand reportage, en ce qu'on appelle. Et je pense que ce n'était pas conscientisé, mais j'ai commencé à travailler sur des morts
en fait, à raconter des histoires qui conduisent à la mort non naturelle de femmes dans un contexte patriarcal. Par exemple, j'avais été en Albanie, j'avais rencontré des femmes qui m'avaient raconté dans quel contexte elles avaient été contraintes d'avorter, ce qui s'appelle des avortements sélectifs ou sexospécifiques, et on sait que ça a été documenté par un rapport du programme du PNUD des Nations Unies, mais qu'on connaît plutôt pour l'Inde ou la Chine, où j'avais aussi été en Irak, au Kurdistan. J'avais passé du temps dans un hôpital avec des femmes qui se réveillaient, un hôpital pour grands brûlés. Et en fait, la plupart des patientes, c'était des femmes. Et en fait, elles me racontaient dans quel contexte elles avaient été contraintes à souhaiter un jour mourir. Et c'était ce qu'on appelle, ce qui est de plus en plus connu aujourd'hui, des formes de suicide forcé. Et en fait, un jour, j'étais en Turquie et j'avais passé un mois là-bas, donc toujours jeune reporter, freelance. Et en fait, j'accompagnais un mouvement qui commençait à émerger, donc là, aux portes de l'Union européenne, c'était à Istanbul, qui politisait les féminicides sous toute forme. Mais j'avais rencontré surtout des mères qui venaient de perdre leur fille, qui avait été tuée dans un contexte conjugal. Et c'est une histoire que je raconte dans le chapitre 1 du livre. C'est l'histoire notamment de Sevgi, qui avait perdu sa fille Yamour un mois avant notre rencontre, et qui me racontait dans quel contexte ça s'était passé. Et en fait, j'avais été très touchée par cette mère. C'était un reportage que j'avais publié sur Libération. J'avais été très touchée par cette mère, et en fait, je me suis dit, mais c'est fou. En fait, ces histoires de deuil, de douleur et d'injustice aussi, et de violence, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi au-delà du meurtre. En fait, je pourrais aussi les raconter en France. En fait, je suis une reporter française. Pourquoi est-ce que je raconte pas cette histoire? Et je savais que je commençais à faire un long parcours, parce qu'en fait, c'était très compliqué. Il n'y avait pas d'intérêt. Mais en fait, le sujet n'existait pas encore beaucoup en France. Et après, je vais terminer. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là, je me rappelle très bien, je le raconte dans le livre, mais j'avais pris Sevgi dans mes bras pour lui dire au revoir. On était sur le parvis de la mosquée, parce qu'un mois après, il y avait une cérémonie religieuse pour continuer à dire au revoir à Yamour. Et je m'étais dit, en fait, je vais rentrer en France et je vais raconter le versant français des féminicides conjugaux. Je pense que Sarah, quand elle va parler tout à l'heure, ça peut faire écho. On a un petit peu parlé dans cette détermination, et je pense qu'il y a un moment où il y a une évidence, et c'est une promesse qu'on se fait. Sauf qu'en fait, on ne sait pas quand on se la fait combien de temps ça va nous prendre et qu'est-ce que ça va nous coûter aussi. Et j'y suis rentrée, sauf qu'à l'époque, on parlait plus de crimes passionnels, de drames de la séparation, et c'était encore des faits divers morcelés, isolés les uns les autres. C'est-à-dire, en fait, que déjà, il faut dire que c'est important quand même que les faits divers existent, parce que sinon, il n'y avait aucune trace dans la presse de ces meurtres. Mais en fait, ils étaient isolés les uns des autres et sans analyser, en tout cas dans la presse, parce qu'il y a évidemment des chercheurs qui travaillent dessus, mais de manière jusqu'à présent assez isolée en France. Oui, donc ils étaient, les affaires, elles étaient isolées, en fait, morcelées. C'est ça le fait divers. Il n'y avait pas de récurrence, ne serait-ce que pour rappeler qu'en fait, chaque année, il y a 110, 120, 130 femmes qui sont tuées dans un contexte conjugal, alors que les chiffres, tu les as cités, les plus de 2000 femmes tuées depuis 2006, c'est une source officielle, c'est les rapports du ministère de l'Intérieur, de la délégation victime, donc les chiffres existent en France. Et non seulement, donc tu expliquais que ce traitement médiatique, il est effectivement, il montre que en tout cas, il donne l'impression que ces victimes, ces faits sont morcelés et qu'ils sont un petit peu éparpillés, mais en plus, ils sont un petit peu déshumanisants, je trouve, et assez en tout cas, en contradiction avec les faits qui viennent de se passer. Quand nous, journalistes, et je pense qu'on peut faire notre autocritique, pas forcément tous les médias, mais il y a encore beaucoup de médias qui traitent le féminicide comme un crime passionnel. Je pense que c'est un vrai problème d'employer ne serait-ce que ce genre de mots. Quand on parle d'une femme qui est tuée, on ne peut pas de passion ni d'amour. Et tu questionnes aussi des choses très intéressantes dans ton livre, comme le fait de par exemple, quand on évoque le fait qu'une femme a été tuée par son mari ou son conjoint, de montrer par exemple leur photo de mariage ou leur photo de Pacs ou des choses comme ça. Et effectivement, c'est des choses qui peuvent être très choquantes et qui n'apportent rien à l'information. Oui, en fait, je pense qu'il y a deux écueils que j'ai repérés dans le traitement médiatique.
Par contre, il y a eu énormément d'évolutions depuis 2016. Hein. Enfin, là, on parle de féminicides conjugaux et ça a énormément évolué. En tout cas, il y a 2 écueils. Le premier, qui est très français, c'est donc la théorie du crime passionnel, c'est de ramener ce meurtre à quelque chose en lien avec des sentiments, une passion. Voilà, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'appréhension des violences conjugales. Et en fait, ça contribue à en fait associer 2 choses qui n'ont rien à voir, un sentiment d'amour et la violence en fait. Et je pense qu'il y a une immense confusion entre ce qu'est l'amour et une relation qui est marquée par la violence, par exemple la jalousie. En fait, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Et en fait, il y a aussi tout un imaginaire, je pense, sur l'amour, le romantisme, etc., qu'il faut retravailler ou sur lequel il faut réfléchir et qui fait écho dans le traitement médiatique avec, je le dis assez rapidement, avec la théorie du crime passionnel. Et ensuite, l'autre écueil, c'est effectivement la déshumanisation. C'est par exemple des articles où il y a 3 lignes sur la victime, ou alors, au contraire, où il y a de l'humour. Ça, c'est quelque chose qui est quand même ignoble et qui est très propre aux violences masculines sur les femmes, c'est de faire de l'humour, c'est-à-dire ramener une affaire de violence à, je sais pas, une omelette trop cuite, ou ça, c'est un exemple que je tire d'un journal d'il y a 1 mois. Et ça avait été notamment... il y avait eu une première prise de conscience, d'ailleurs en 2016, il y a beaucoup de choses qui sont nouées en 2016 dans le traitement, dans la politisation des féminicides. Et notamment, il y avait eu une activiste qui s'appelle Sophie Gourion. Et je sais que moi, ça m'avait marqué, qui avait créé un Tumblr qui avait eu de l'écho à ce moment-là et qui avait listé justement tous les cas de titres de presse qui faisaient de l'humour, etc. Qui s'appelait les mots tuent, je crois, c'est ça ? Ouais. Et ça avait fait un petit réveil. Je pense que ça avait permis une autocritique. Et puis après, il y a aussi le premier décompte sur les féminicides par compagnon ex qui a aussi été amorcé en 2016. Et il me semble aussi qu'elle critique l'humour. Mais c'est important de le dire, là on parle des féminicides conjugaux, mais toutes les victimes, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on revient de loin. Et je sais aussi que les 2 écueils, déshumanisation et surtout la déshumanisation et l'humour, toutes les victimes de féminicides, je pense par exemple aux féminicides dans des contextes de travail du sexe ou de femmes trans par exemple, il y a encore un impensé, je pense, dans la manière de le traiter avec un minimum de dignité. Ton livre, justement, Sarah, quand on parle de déshumanisation, bien au contraire, le tien vise à réhumaniser, en tout cas à raconter l'histoire de ces femmes qui ont été tuées, à raconter leur histoire et pas seulement l'histoire de leur mort, mais aussi l'histoire de leur vie. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Il me semble que donc, ça vient de ton histoire personnelle, parce que toi-même, tu as été victime de violences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on n'était pas millionnaire, mais j'ai un papa qui est médecin, une maman qui est institutrice. J'ai fait de longues études, j'ai toujours été indépendante financièrement. Je suis pas mannequin, mais je suis pas quelqu'un à qui on jette des pierres dans la rue. Et pourtant, je suis restée 10 ans dans une relation où je suis devenue une serpillière jusqu'à m'enfuir en pleine nuit avec mon bébé sous le bras dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Donc c'était après un confinement plutôt difficile pour moi. Et donc ma famille est venue me chercher parce que l'année d'avant, en fait, on nous avait signalé à la police et on m'avait menacé d'ouvrir une enquête sociale et de me prendre mon bébé qui avait alors 3 mois et demi, parce que j'avais la main cassée et d'autres petits détails compliqués. Et j'avais eu très peur, en fait, qu'on me l'enlève, parce que à ce moment-là, si on protège, si on ne dénonce pas un agresseur et donc on ne met pas son enfant à l'abri, on est aussi une maman dangereuse. J'ai appris par la suite que c'est plus aussi systématique et que j'avais eu affaire à un mauvais policier ce jour-là. Mais il se trouve qu'1 an plus tard, du coup j'avais absolument minimisé tout ce qui se passait chez moi, et qu'1 an plus tard, après le confinement, où chaque jour était compliqué,
la dispute de trop, on va dire, j'ai eu peur d'appeler la police. Je me suis barricadée dans la chambre de ma fille. J'ai appelé ma famille. Ils sont venus à 4 me chercher. Je suis partie vivre chez mes parents pendant quelques mois. Et c'était une période assez étrange parce que j'avais 40 ans, un bébé, et je vivais de nouveau dans ma chambre d'ado. Et je cherchais à savoir, déjà, j'avais honte, et comment j'avais pu tomber si bas. Où j'avais chaque jour des convocations au commissariat avec des assistantes sociales. Enfin, c'était peut-être prétentieux de ma part, mais j'avais pas l'impression que je faisais partie de celles qui pouvaient un jour avoir affaire à ce genre de quotidien. Et je me suis demandé si j'étais la seule dans ce cas. En fait, je ne savais pas qui mourait de la violence des hommes. Et quand je me suis mise à chercher sur Internet, tout ce que je trouvais, en tout cas de façon immédiate, parce que j'étais un peu à garde aussi, enfin, je n'avais pas dormi depuis pas mal de nuits, voilà, j'étais un peu un zombie. Je ne trouvais que les décomptes de victimes et les articles assez morbides de faits divers. Et je me suis dit à ce moment-là, mais si ça s'était mal fini pour moi, ça aurait été une double peine que non seulement je sois plus là, mais qu'en plus je sois considérée comme un numéro. Et je suis allée assez loin dans la projection comme ça. J'avais ma fille donc, qui marchait pas encore, qui me tenait pour se déplacer. Et je me suis dit, mais si j'étais plus là, si j'avais été supprimée, je l'imaginais 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, chercher sur Internet qui était sa mère et trouver un article, elle est morte de 39 coups de couteau, alors il a plaidé que c'était qu'il avait eu un coup de folie, etc. Enfin, la façon dont c'est raconté. Et je me suis dit, mais quelle horreur en fait. Ma fille, elle n'aurait jamais su la personne que j'étais. Et donc j'ai pensé à toutes ces familles qui vivent ça, parce que tu as raison, on dit que c'est en moyenne une femme tous les 2 jours et demi pour les féminicides conjugaux, mais en réalité c'est très en deçà de ce qui se passe, puisque par exemple les suicides forcés dans le domaine conjugal ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres. C'est-à-dire des femmes qui en peuvent tellement plus qu'elles préfèrent, je raconte une comme ça, hein, Céline, se jeter par la fenêtre avec leur bébé de quelques mois dans les bras du 5e étage. Parce qu'elles ont reçu un énième message de « je vais te défoncer, j'arrive dans 10 minutes ». Et il y en a plein. En fait, si on les comptait, ce serait une femme qui meurt chaque jour en France. Et on ne compte pas systématiquement les victimes collatérales, et on ne compte pas les femmes qui développent des addictions, des cancers, etc., parce que la vie leur est devenue insupportable. Donc ce chiffre est très, très, très en deçà. C'est pour ça que le livre s'appelle 125 et des milliers. Bref, pour faire un peu plus rapidement, je me suis dit à ce moment-là, ça ne sert à rien de lutter contre les statistiques parce qu'on en a besoin pour peser dans le débat public. On a besoin de se représenter, ce que c'est, les féminicides, de faire des liens. En revanche, on a l'obligation de les humaniser. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, une femme qui meurt tous les 2 jours et demi en France, ça veut dire 125, je vais retrouver 125 familles, leur demander qui étaient leurs filles, leurs mères, leurs sœurs. Et je vais raconter finalement ce qui faisait de ces femmes des êtres singuliers qui ont été aimés, qui avaient des rêves dans la vie, des projets, des familles, et pas juste une représentation théorique. Et derrière tout ça, il y avait évidemment un intérêt personnel qui était est-ce que ça existe des stéréotypes de victimes? Est-ce que les stéréotypes disent vrai? Est-ce que finalement c'est moi qui suis complètement dans les choux et qu'en fait moi qui sais bien parler français, qui ai les moyens de me défendre, je suis vraiment la plus nulle des plus nulles? Ou est-ce qu'en fait des comme moi il y en a d'autres? Eh ben en réalité la femme faible telle qu'on se l'imagine n'existe pas. En tout cas, moi, j'en ai pas vu sur les 125. Déjà parce que le féminicide arrive quand la femme s'en va. Donc pour quitter un conjoint violent qui nous emprise, je sais que c'est un terme qui n'existe pas, mais j'aime bien le dire, il faut être fort. Et le féminicide arrive quand la femme part dans la grande majorité des cas. Parce qu'elle n'est plus l'objet de possession de celui qui pensait la posséder. Ce qui lui est insupportable.
que dans ce livre, j'ai finalement 2 militaires qui savaient mieux tirer que celui qui les a tués. J'ai une vendeuse d'armes, j'ai une chercheuse en biotechnologie, j'ai beaucoup d'enseignantes, j'ai des femmes qui étaient entrepreneurs. Elles avaient quasiment toutes porté plainte. Bref, tout ça pour dire que malgré les avis de beaucoup de personnes, j'étais pas complètement folle. Et que du coup, c'est un livre qui est dur, mais qui, je pense, en tout cas, moi, m'a aidée. Voilà. C'est intéressant quand tu parles de ton parcours à toi et de ton histoire. Le fait que tu mettes en avant le fait que tu viennes d'une famille plutôt de classe moyenne, en tout cas tes parents travaillent. Comme tu dis, tu es autrice, tu as été entrepreneur. Voilà, tu coches beaucoup de cases de la réussite, on va dire. Et j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup d'idées préconçues sur justement les femmes qui sont victimes de violences en général, et qui plus est les femmes qui sont victimes de féminicide. Notamment, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres et surtout qu'aux classes populaires, souvent, alors qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas le cas. Et on a aussi cet inconscient collectif, on a cette vision souvent de la femme qui se fait tuer, c'est celle qui a été frappée avant. On a d'ailleurs beaucoup de publicités qui ont été faites, des posters qui montrent des femmes avec le visage tuméfié, des femmes qui ont été battues. Sauf que quand on se plonge dans les chiffres, quand on regarde au fond, les femmes qui se font tuer, les femmes qui sont victimes de féminicide, un tiers d'entre elles, si je ne dis pas de bêtises, n'ont pas connu de violences physiques avant, mais elles ont connu au contraire des violences mentales, comme tu dis, une emprise psychologique. Ouais, psychologique, c'est même un peu plus que ça. En fait, effectivement, la plupart du temps, elles se font tuer quand elles s'en vont. Et le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles ont toutes subi une violence psychologique qui est légalement au même niveau que la violence physique. Et pour beaucoup d'entre elles, la première fois qu'elles ont subi des violences physiques, c'est le jour où elles en sont mortes. Et ce que tu dis, c'est vrai, et c'est une catastrophe en termes de prévention, parce qu'en fait, beaucoup de femmes, déjà, ne savent pas nécessairement définir la violence. Et en plus, à cause de ce manque de définition, elles s'excluent toutes seules des plaintes, des démarches et de leur propre prise de conscience de ce qu'elles vivent. En tout cas, ça a été mon cas. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans vos deux ouvrages que j'ai trouvé tous les deux très beaux et très bien écrits et très intéressants, mais vraiment révoltants. Je vous le dis, j'étais vraiment en colère en fait à la lecture de ces livres, parce que dans le nombre de cas de féminicide que vous évoquez, on ne compte pas le nombre de femmes qui ont appelé à l'aide, qui ont par exemple porté plainte avant. Il y a celles qui ont porté plainte auprès de la police, qui n'ont pas été entendues. Il y a celles qui ont crié à l'aide auprès de proches. Il y en a qui ont demandé à être protégées alors qu'elles allaient par exemple chercher leur enfant, alors qu'elles étaient déjà séparées de leur conjoint, qu'elles allaient chercher cet enfant chez leur ex-conjoint. Et que cet ex-conjoint a été violent ou condamné pour violence et qu'elles se sont fait tuer à ce moment-là. Il y a notamment une histoire qui me vient en tête il me semble que c'est Sylvia qui habitait près du Puy-en-Velay, dont le conjoint a été jugé au tribunal pour violence conjugale. Qui sortait du tribunal, qui était jugé pour violence conjugale, qui sortait du tribunal, et au moment de sortir du tribunal, il est rentré chez eux, alors leur ferme qu'ils partageaient, et il a séquestré sa femme, il l'a emmenée dans son camion, dans sa camionnette, et il l'a jetée du haut d'un pont. Barrage. Du haut d'un barrage, ouais, un grand barrage, le barrage de la Valette. Donc j'ai une question pour vous deux. Que fait la police? Pas seulement la police, mais pourquoi ce genre de choses, ça arrive encore? Vaste question. Effectivement, pour caractériser le féminicide, c'est pas un mot valise médiatique à la mode, ça renvoie à une longue tradition de recherche. Nous, en France, je parle de la société, on a découvert ce terme plus ou moins, il y a eu un cap en 2019, ça avait été élu mot de l'année par le petit Robert, mais je pense qu'il y a une profonde méconnaissance, j'y réponds, hein, ça amène à la réponse Amandine, il y a une profonde méconnaissance de ce que c'est le féminicide, et ça fait écho aussi pour la question des violences conjugales aux violences dans le couple.
Une autre notion, au-delà de la question du genre, c'est-à-dire du fait que le meurtrier soit un homme et qui tue parce que c'est un homme et que la victime soit une femme tuée parce que c'est une femme, c'est aussi là, on voit à une notion d'impunité et d'incapacité des autorités à protéger la vie de ces femmes dans un contexte conjugal ou autre. Et effectivement, très souvent, trop souvent, les victimes avaient dénoncé les violences, parlé à la police, fait des signalements, il y avait eu des plaintes. Et en fait, c'est toutes ces défaillances qui conduisent aussi au meurtre. Je vais donner des exemples très précis. C'est par exemple Razia à Besançon qui avait été mise à l'abri à la suite d'une plainte, 3 plaintes de mémoire, à Marseille. Elle avait été mise à l'abri par un réseau qui s'appelle Solidarité Femmes et qui gère la ligne du 3919, le numéro national d'écoute gratuit anonyme pour les femmes victimes en France. Elle avait été envoyée à Besançon et en fait à Besançon, son fils, avec ses 2 fils, a été hospitalisé pour une blessure, je crois que c'était suite à une blessure sportive, quelque chose comme ça. Et en fait, l'assurance maladie, elle a envoyé le relevé de l'hospitalisation à l'ex-conjoint qui était resté à Marseille et qui a compris en fait que sa famille s'était réfugiée à Besançon et donc il est allé à Besançon, il les a harcelés. Et Razia, elle avait été au commissariat de Besançon, ça veut dire qu'elle était sous ordonnance de protection. Donc normalement, c'est un dispositif qui est supposé dans la loi et qui n'existe pas depuis non plus des mille et des cents, qui est supposé protéger les personnes qui déposent plainte parce que ça interdit au conjoint agresseur d'entrer en contact d'une quelconque manière avec la plaignante. Ça dure normalement 6 mois, mais c'est renouvelable, et c'est-à-dire entrer en contact physiquement, mais aussi par téléphone, aussi par personne interposée sur les réseaux sociaux, enfin vraiment. Et donc, normalement, quand on est sous ordonnance de protection et que monsieur continue à harceler, la police doit intervenir immédiatement. Ça ne s'est pas passé à Besançon. Il y a eu 7 plaintes au total qui ont été déposées contre le meurtrier de Razia. Une fois, elle est allée au commissariat et on lui a dit « Mais enfin, madame, monsieur, c'est juste un père qui veut voir ses enfants. » Ça, c'est la salariée de Solidarité Femmes qui me l'a dit. Et Razia, elle a été tuée de plusieurs coups de couteau dans l'espace public. C'est aussi la question des armes, par exemple, qui ne sont pas saisies automatiquement quand il y a des signalements. Ça, c'est par exemple Géraldine Soyer, qui a été tuée en 2016 dans la montagne de Reims. C'est la première affaire sur laquelle j'ai écrit en France. J'ai retrouvé ces filles qui sont devenues... Enfin, la fille aînée qui est devenue une jeune étudiante en droit. Et à ce moment-là, j'ai échangé avec elle puisqu'elle était devenue majeure. Et elle me dit qu'en fait, elles étaient allées au commissariat et qu'elles ont dit qu'il y avait des armes à la maison au moment où leur mère, elle a fui le domicile conjugal. Enfin, elle avait été mise à la porte. Elle a fait un signalement à la police et rien ne s'est fait. Les fusils n'ont pas été saisis et c'est l'un des fusils qui a servi qui a été utilisé par le meurtrier. Est-ce que dans ces cas-là, qui sont nombreux, hein, c'est pas des cas isolés, est-ce que dans ces cas-là, on ne peut pas considérer que c'est l'État qui faillit à sa mission et qui a failli à protéger ces femmes des féminicides? Il me semble qu'il est possible donc, de poursuivre l'État en justice pour ne pas avoir su donc, protéger ces femmes. Mais je crois qu'il y a très peu de familles au final qui ont, après les féminicides, porté plainte contre l'État et qu'il n'y a que 5 plaintes qui ont finalement abouti. Ouais. C'est bien ça? Et qui ont condamné. Jusqu'à présent, c'est le recensement que j'ai fait, mais je pense qu'il y a un cap aussi qui est en train de se faire avec des avocates qui accompagnent ces familles. Et par exemple, dans ton livre, Sarah, il y a au moins une mention d'une famille qui a porté plainte contre l'État de mémoire. Et qui a eu gain de cause. En fait, il y en a un peu plus que ça, puisqu'il y a Cathy Thomas, qu'Isabelle Steyer a représenté. Il y a également Alam Seili, dont la sœur Agère a porté plainte contre l'État. C'est pas anodin, puisque ça a été 11 ans de procédure qui lui ont valu 2 cancers. Enfin, c'est un véritable combat. Et du coup, Agère aide la sœur de Yasmine Setindag à également faire la même démarche. Bon, il y a effectivement, en fait, le problème, il est multiple. C'est effectivement un problème sociétal et un problème de l'intérêt. Et donc, les manquements de la société peinent en fait à couvrir ces 2 aspects-là.
C'est-à-dire que oui, la police, évidemment qu'on a toujours affaire en bout de chemin, en bout de course à un individu, donc il suffit qu'il ne soit pas très concerné ou pas de bonne humeur et puis il ne va pas savoir trouver les mots pour convaincre une femme de porter plainte et puis de l'écouter comme il faut. Mais encore faudrait-il qu'il soit suffisamment formé. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. Moi, dans le livre, en fait, il y a 12 chapitres à moi, suivi d'une dizaine de portraits et suivi d'une interview de ce que j'appelle des témoins, c'est-à-dire toutes les personnes qui rentrent en ligne de compte dans la chaîne de la violence. Ça commence par ma maman, à qui j'ai demandé ce que ça faisait d'avoir une fille sous emprise avec qui il n'y a plus de discussion possible, jusqu'à une juge, une avocate spécialisée, une spécialiste de choc post-traumatique pour comprendre pourquoi les victimes n'arrivent pas à véritablement se rendre compte de ce qu'elles vivent, et une policière qui en fait m'a dit: je ne vais pas répondre à tes questions, mais j'ai quelque chose pour toi. Et elle est arrivée avec une pile de feuilles, et c'était en fait la seule formation qu'elle avait reçue ces 3 dernières années, avec les notes qu'elle avait prises. Et je me suis dit, mais ok, j'ai maudit la police plein de fois dans ma vie, mais en même temps, ça veut dire quoi, la police? De la même façon que les femmes qui meurent, c'est pas les féminicides, c'est 1 + 1 + 1. Les policiers, c'est 1 + 1 + 1. Et en fait, je voyais à travers ces notes déjà la déperdition entre le polycopier de la formation et ce qu'elle avait compris. Et je parle même pas de ce qu'elle avait retenu. Parce que quand on reçoit une formation de 6 heures entre 9h et 17h avec 2 heures pour 2 pauses entre les deux, donc je sais que ça fait pas 6 heures, mais je compte les pauses, qu'est-ce qu'on retient véritablement? Et puis dans ce qu'on lui avait appris, il y avait voilà, la date où le viol conjugal a été reconnu. Ok, super, elle a besoin de cette théorie, mais en fait, en quoi ça va l'aider à donner confiance à une femme qui est là alors qu'elle n'en a pas le droit, qu'elle a inventé un mensonge pour déjouer l'attention de son compagnon. Enfin, en fait, la vie et le quotidien sont toujours plus forts. Oui, on peut résister 1 jour, 2 jours, 3 jours à ne pas prendre de nouvelles de celui qu'on a aimé, à résister à des enfants qui veulent parler à leur père, parce que les enfants ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe. Sauf que tôt ou tard, il y a un moment donné où on est trop fatigué, où on est trop épuisé, où on n'a plus d'arguments, et c'est là, c'est dans ces failles que la violence gagne. Et donc, il faudrait agir à tellement de niveaux, ne serait-ce que par exemple, si on parvenait à soigner les psychoses des hommes violents, la bipolarité de certains, les addictions d'autres. C'est pas du tout une façon de trouver des excuses. C'est que, en tout cas, je parle en connaissance de cause puisque c'est ce qui s'est passé avec le père de ma fille. Quand je suis partie, il a fait un délire psychotique et finalement, sa maladie mentale a été diagnostiquée. Et aujourd'hui qu'il a un traitement, je ne connais pas cet individu. Donc, parmi toutes les personnes que j'ai interrogées, il y en a beaucoup où l'assassin, en fait, avait des psychoses non traitées. Alors, ce n'est pas une excuse. On n'est pas responsable d'être malade, mais on est responsable de ne pas se soigner. Donc, ce n'est pas une circonstance atténuante. Simplement, il y a des pays, par exemple, où les psychotropes sont injectés, c'est-à-dire qu'on a une dose mensuelle, et si on ne pointe pas dans l'hôpital, on n'a pas le droit de voir ses enfants, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de cela. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas en France, où en plus il y a le secret médical. Enfin, c'est infernal, en fait, les barrières qu'on nous met en tant que maman. Moi, par exemple, quand j'ai porté plainte et qu'on en était à discuter de comment est-ce que j'allais faire en sorte que ma fille, si son père se faisait soigner, puisse le voir, mais en même temps, il fallait que je sache ce qu'il avait et que personne ne voulait me le dire. Là où il était en hôpital de jour, parce qu'il était en hôpital de jour pendant 2 mois et shooté le soir pour dormir, personne n'a accepté de me parler. J'ai passé 3 jours à appeler toutes les équipes. Personne n'a accepté de me dire de quoi souffrait le père de ma fille. Et j'avais beau leur dire, mais c'est le destin d'une petite fille de 2 ans et demi, en fait. Est-ce que vous pouvez juste me dire si c'est dangereux pour elle de voir cet homme ou pas? Personne ne voulait me répondre. Voilà. Donc,
pardon, je prends un peu de temps, mais Pas de problème. c'est juste pour dire que oui, il y a la police, oui, il y a les avocats qui coûtent parfois cher, ou on ne sait pas si les plaintes vont aboutir. Moi, pour raconter mon histoire à 2 avocates, pour trouver celle qui allait m'accompagner, ça m'a coûté 2 fois 400 € parce que j'ai parlé 1 heure. Il faut les avoir, les moyens. Et ça n'avait pas encore commencé la procédure. Ça m'a coûté plus de 10 000 € d'obtenir une convention. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer ça. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là. Et je ne savais même pas qu'il y avait une aide juridictionnelle. Encore une fois, il faudrait pouvoir informer les femmes, donc pouvoir rentrer dans les foyers. Parce que quand on est là, qu'on n'a pas dormi, qu'on a un bébé qui ne dort plus parce qu'il est traumatisé d'avoir quitté sa maison. Moi, j'avais plus de fringues, j'avais plus rien. Je me suis habillée avec les fringues de ma mère pendant 2 mois. Enfin, c'est ça le quotidien, qu'il faut continuer à bosser parce qu'il faut gagner de l'argent et en même temps aller au commissariat, aller ceci, aller cela. Enfin, on est dans les choux, quoi. Donc de là à savoir qu'on a l'aide juridictionnelle, qu'il y a ci, qu'il y a ça, c'est impossible. Et encore, je suis quelqu'un d'informé qui vit dans une grande ville, etc., etc. Lorraine, pour en venir à toi qui as longuement enquêté sur les féminicides, qui allait voir les familles, qui a passé du temps également auprès des avocats, qui a longuement travaillé sur cette question. Selon toi, ces failles aussi, est-ce qu'elles sont multiples? Est-ce que c'est plutôt des problèmes qui sont liés à la police? Est-ce que c'est des problèmes qui sont liés plutôt à la justice? Est-ce que c'est des problèmes qui sont liés, comme tu disais, aussi à l'aspect psychiatrique des personnes? Est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est transversal? Qu'est-ce que tu en as retenu? Pour moi, la violence conjugale, c'est pas une maladie mentale, même si certains hommes meurtriers ou auteurs de violences conjugales pour des faits en correctionnel peuvent avoir des troubles psychiatriques et parfois être des malades mentaux. En fait, c'est avant tout une maladie sociétale. Je fais juste un détour, mais j'ai fait une immersion assez longue dans un groupe de responsabilisation avec des hommes auteurs de violences conjugales. J'étais déjà allée en reportage et quand j'ai su que j'allais faire le livre, j'ai rappelé le directeur du centre Clotaire à Arras, qui est un dispositif pionnier pour la prise en charge de ces auteurs et qui vient en complément à la condamnation, puisqu'on sait que la condamnation accentue souvent le sentiment de victimisation et oui, parce qu'en fait, c'est des hommes qui se victimisent la plupart du temps, qui pensent qu'ils sont victimes de ce qu'ils font subir à leurs victimes. Et en fait, ces hommes, c'était monsieur tout le monde, hein, et c'est ça qui est terrifiant. C'était un électricien, par ailleurs plutôt sympathique. C'était un comptable, par ailleurs plutôt insupportable. Je ne le dis pas dans le livre, mais je le dis ici. J'espère si on a enregistré, mais ça va. Il est anonyme. Désolée. En fait, c'était juste pour vous dire, en fait, c'est ça, en fait, c'est que c'est monsieur tout le monde, et c'est ça qui est terrible, et c'est pour ça qu'en fait, c'est un problème de société et politique, et c'est à quel moment on place le curseur de tolérance aux violences et aux dominations de manière générale. Je dis pas du tout que la violence, c'est un problème psychiatrique, je dis juste que de là à ce qu'on repense l'amour, le couple, parce qu'on nous a abreuvé d'histoires d'amour asymétriques en fait. Et le féminicide est toujours possible dans une relation de domination. Donc ça veut entraîner par un couple où, en gros, les contes des princesses, c'est on devient femme que quand on devient reine, quand on est sauvé par un prince qui nous isole de tout le monde. Enfin, on est abreuvé de ce schéma-là. Donc avant de changer la façon dont on perçoit le couple, etc., etc. Enfin, moi, un jour, mon père qui est médecin m'a dit, tu sais, on veut toujours guérir la cause, mais parfois, guérir le symptôme permet d'avoir accès à la cause. Donc, je ne sais pas par quel bout. Évidemment qu'il faut repenser cette société, évidemment qu'il faut repenser l'amour, évidemment qu'il faut définir ce que c'est que la violence, puisque dans l'imaginaire collectif, il n'y a que la violence physique qui est de la violence. Donc, tout ça, c'est faux. Évidemment qu'il faut former les policiers, les médecins, parce que quand on parle à un médecin généraliste, finalement, là aussi, il pourrait y avoir des pédiatres qui voient des choses, des médecins qui voient des choses et qui pourraient avoir un impact, ce qui n'est pas le cas. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Mais moi, je ne crois pas que ce soit à nous de faire le tri. En fait, j'ai envie de prendre tout ce qui peut permettre d'éviter les drames et les traitements
des addictions, des maladies mentales, etc. en font partie. C'est absolument pas une excuse. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans ton livre, tu parles du violentomètre à un moment, Ouais. qui, par exemple, est un super outil. C'est génial. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le violentomètre. En fait, c'est une suite de questions qui permettent de s'interroger sur la relation que l'on a. En gros, est-ce que tes tenues vestimentaires sont remises en question? Est-ce que il a accès à tes comptes sociaux, etc. Enfin, il y a des versions de violentomètre où on vous voit. Hein. Moi, j'ai tendance à tutoyer. Mais en gros, ça permet en fait de s'interroger sur ce qu'est la violence. Et justement, je parlais avec l'UNFF, donc qui est l'association à qui les bénéfices du livre sont reversés, me disait, ce qui est catastrophique, c'est que par exemple, quand on fait des interventions dans les collèges, la plupart des jeunes filles classent en vert, c'est-à-dire en acceptable, des situations qui sont en orange foncé, c'est-à-dire à la limite de « il faut fuir ». C'est-à-dire que même les jeunes générations n'ont pas systématiquement la bonne définition de ce qu'est la violence dans le couple. Parce qu'effectivement, certaines fois, la jalousie, on va se sentir flatté, etc., etc. Et pour moi, c'est lié aux failles narcissiques qui sont la brèche dans lesquelles s'infiltre nécessairement la violence. Parce que tout le monde n'est pas nécessairement réceptif à cette violence. Mais c'est peut-être quelque chose que tu vas demander par la suite. Mais est-ce que ce n'est pas surtout un problème d'une société qui est patriarcale? Est-ce que ce n'est pas la société complète qui est à revoir dans ces cas-là? Si les petites filles ont déjà une appréciation de la violence qui est biaisée, est-ce que ce n'est pas justement la façon dont nous, en tant que société, on les éduque, le problème? Ah, mais pardon, tu voulais peut-être dire, c'était pour moi aussi important du coup de dresser quelques portraits que j'ai appelés culturels. Je parle par exemple de Carmen, des femmes de Barbe Bleue. On connaît Barbe Bleue, personne ne connaît le prénom d'une de ces femmes. Enfin, toutes ces histoires en fait romancées qui ne sont que des récits de féminicide. Alors qu'il y a chaque année des milliers de gens qui vont voir Carmen à l'opéra et qui trouvent ça magnifique, etc. Enfin, on est abreuvé de ces schémas-là, abreuvé du romantisme tel qu'on nous l'a vendu, c'est-à-dire on s'aime jusqu'à la mort, envers et contre tous, on renonce à tout le monde, à tout ce qu'on est, pour celui ou celle qu'on aime, en tout cas souvent pour celui qu'on aime, hein, comme par hasard. Donc oui, tout ça est à remettre en question. Oui, je ne sais pas si on abreuve les petites filles des bons rêves dans la vie, en tout cas de ceux qui peuvent leur permettre d'aimer en sécurité, en harmonie, sans se mettre en danger. Lorraine, tu voulais réagir par rapport à ça? Oui, peut-être que je peux dire que je pense que c'est important d'avoir des clés de compréhension issues du domaine de la psychologie pour comprendre comment marche l'emprise et comment est-ce que il y a une image qui est très parlante pour comprendre comment marchent des violences conjugales. C'est l'image de la grenouille. Je crois que je la cite à un moment dans le livre, qui est dans une. Ça, c'est pour plutôt le volet psychologique, c'est-à-dire qu'on plonge une grenouille dans une casserole d'eau bouillante. La grenouille, elle rebondit tout de suite, elle part. Par contre, on met une grenouille à cuire lentement, comme les homards. La grenouille, en fait, elle reste et elle cuit à petit feu, et en fait, elle s'en va pas. Et c'est ça, en fait, la violence, c'est quelque chose qui marche aussi à petit feu, et la victime s'endort. Et c'est pour ça qu'en fait, très souvent, et pour revenir à la police aussi, au besoin d'être formée, plus une femme, en fait, va banaliser ce qu'elle subit, plus elle va dire d'un ton détaché ce qu'elle voit, plus il y a des raisons de s'inquiéter, parce que ça veut dire qu'elle est anesthésiée. Et aussi, Sarah, tu parlais de la faiblesse. En fait, ces femmes, elles sont immensément fortes, parce qu'en fait, tout ce qu'elles subissent, personne ne... Enfin, c'est atroce, en fait. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais enfin, c'est présent dans le livre, c'est présent aussi dans ton livre, Sarah. Enfin, on ne peut pas parler de faiblesse, en fait, quand on parle de femmes qui sont en situation de violence conjugale, bien au contraire. Ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir une lecture qui est plus sociétale, et ça, j'ai l'impression qu'il y a encore un défaut d'information. Enfin, défaut d'information à tous les plans, mais aussi sociétal. Et par exemple, dans le livre, j'ai fait appel à des recherches de sociologues qui sont très intéressants, notamment un sociologue états-unien qui s'appelle Ivan Stark, et qui donne une image assez parlante, je trouve, de la violence conjugale, où il explique que ça fonctionne un peu comme une prise d'otage de l'intime.
et il donne l'image d'une cage dans laquelle la victime, elle est placée dans la cage pendant parfois quelques mois, parfois quelques années. Et en fait, chaque barreau, ça va figurer une forme de violence. Ça peut être une forme de violence physique, mais parfois la violence conjugale ou le contrôle conjugal n'est jamais physique. Mais ça peut être aussi des violences économiques, ça peut être des stratégies de micro-régulation du quotidien. Ça revient très souvent dans les témoignages de survivantes. Par exemple, ça peut passer par la nourriture. Ça m'a beaucoup étonnée à quel point ça passe par la nourriture, sur la manière de faire à manger, la manière de manger, manger trop, manger pas assez, le ménage aussi. Il y a des témoignages dans le livre Nos absentes de femmes. Il y a une pluralité aussi des profils. Mais une femme, par exemple, que j'ai rencontrée quand je faisais une enquête sur les violences dans les milieux plutôt de la grande bourgeoisie de l'Ouest parisien, qui me disait, elle rentrait, en fait, si elle n'avait pas fait tout le ménage comme il le voulait, en fait, elle lui faisait un questionnaire. Et en fait, si elle n'avait pas répondu à toutes les questions des tâches ménagères à accomplir, il se mettait dans des états pas possibles. Enfin, c'était des violences psychologiques. Pour le coup, le premier chapitre de mon livre s'appelle « Le saladier ». C'est tout à fait vrai ce que tu dis sur la sidération. En fait, Muriel Salmona, qui est une des plus grandes spécialistes françaises des chocs post-traumatiques, qui a créé une association qui vient en aide aux militaires qui reviennent de la guerre et aux femmes victimes de violences qui ont survécu. Comme quoi, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que le choc de la violence a un effet de sidération sur le cerveau. Et en fait, pour ne pas disjoncter, le cerveau met une partie de sa mémoire en veille. Et donc, on se met à assister à notre quotidien, à notre existence en spectateur. Moi, j'en ai eu en fait la preuve à 2 reprises pendant le confinement. Donc, j'avais effectivement le père de ma fille qui était extrêmement maniaque. Je devais nettoyer le savon. Je vois pas très bien s'il y avait 3 miettes de pain qui restaient sur la planche à découper. C'était les menaces de mort. Enfin bref, des trucs assez concrets comme ça. Je devais nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle parce que parfois il y avait des traces de gouttes d'eau. Enfin bref, j'avais une liste comme ça effectivement assez longue. Et donc si je les faisais pas bien, c'était les menaces de mort, les bousculades, etc. Tout ça devant le bébé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible ce qu'il fait subir à la mère de Lala. Et là, je me suis figée, je me suis dit, mais c'est moi. En fait, j'étais déconnectée. Je me suis rendu compte que je ne me voyais même plus. Et le premier chapitre du livre, c'est ça, c'est se rendre compte à un moment donné qu'on a perdu sa dignité. Le premier chapitre, ça s'appelle « Le saladier ». J'explique que pendant le confinement, j'avais tellement peur de réveiller le père de ma fille qui dormait généralement jusqu'à midi, 13h. Et je voulais surtout avoir cette matinée tranquille. Donc, on restait toutes les deux dans sa chambre. Et une fois ou deux, en tirant la chasse d'eau, je l'avais réveillé, qui était à l'autre bout du couloir. Et donc, je me suis dit, faut que je trouve un moyen, quoi. Et un soir, j'ai été super contente d'avoir l'idée du siècle. J'ai pris un très grand saladier que j'ai mis dans la chambre de ma fille pour faire pipi dedans. Et j'avais calculé que je pouvais aller 3 fois aux toilettes sans avoir à aller... Enfin, je pouvais me servir 3 fois du saladier dans la matinée. Donc, du coup, je pouvais tenir toute la matinée sans tirer la chasse d'eau. Sauf qu'un jour, ça a débordé. Et que ma fille trouvait ça super drôle. Elle voulait absolument aller patauger dans ma pisse. Enfin, je me suis dit, mais là, comment j'ai pu en arriver là? En fait, c'était tellement humiliant que ça m'a un peu rattrapée de cette sidération. En fait, il faut des chocs pour partir, et il faut des chocs pour revenir. Voilà. Ces violences psychologiques, mentales que tu décris, malheureusement, elles sont extrêmement choquantes pour nous, j'espère en tout cas. Mais elles sont extrêmement courantes chez toutes ces victimes que l'on retrouve dans vos livres respectifs. Je me souviens notamment donc tu disais d'une dame dont j'ai oublié le nom, qui était plutôt issue d'un milieu bourgeois, dont le mari, lui coupait le gaz en plein hiver. Ouais, Madeleine. Dont le mari, avant de partir, quand il partait régulièrement, pendant plusieurs semaines, en plein hiver, lui coupait le gaz pour pas qu'elle puisse se chauffer.
Elle se disait pas au moment, de toute façon, malheureusement, ça fait écho, mais elle se disait pas en fait que c'était fait exprès. Sauf que bon, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais c'est fou, à chaque fois qu'il part, que c'est l'hiver, le gaz est coupé. Résultat, oui, c'est ça en fait. Elle s'en rendait pas compte au départ. C'est quand il y a un petit déclic, on se dit, ah mais en fait, si, c'est ça. Et il y a même des choses encore plus choquantes, en tout cas encore plus visibles, que les victimes souvent ne voient pas. Et là, il me semble que c'est Laetitia qui, elle, devait envoyer tout le temps dont le conjoint était extrêmement jaloux et demandait tout le temps des preuves de où elle était, de ça. Et elle devait envoyer tous les jours des photos de ses ongles le midi pour prouver qu'elle mangeait bien. Oui, c'est ça. C'est aussi l'exemple que tu as partagé, Sarah, qui est extrêmement parlant. Mais en fait, c'est ça, la micro-régulation du quotidien. En fait, c'est se retrouver dans des situations ubuesques qui font qu'en fait, on se retrouve à faire ça parce que sinon c'est... En fait, c'est ça qui est hyper pernicieux dans la violence, quoi. C'est ça qui t'épuise. C'est-à-dire que l'emprise, moi, je le résume généralement à de l'épuisement. C'est-à-dire que la liste des choses à faire est tellement longue et on est tellement dans un contrôle permanent que tout ce qu'on veut, c'est ne pas avoir à gérer la dispute qui va nous achever, qui finit de toute façon par arriver. Mais il faut savoir qu'une dispute, dans mon cas, c'était quelque chose qui durait à peu près 2 jours, où fallait pas que je mange, pas que je boive, que je reste assise à la même place pour l'écouter m'insulter pendant des heures et des heures, à m'empêcher de dormir, à me suivre jusqu'à mon travail. Je me rendais même pas compte que c'était de la torture, alors que c'était de la torture. Mais je m'en rendais pas compte. Moi, tout ce que je voulais, c'était que ça se termine. Alors j'étais là à demander pardon pour une chose et son contraire que je comprenais même pas. Mais tout ce que je voulais, c'était que ça t'arrête. Donc, on est tellement dans le fait de ne pas vouloir que ça arrive que oui, on se plie à toutes ces règles absurdes. Mais parce qu'on est fatigué. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement suite à ça en France donc le harcèlement moral, le délit de harcèlement moral existe. Est-ce que le délit d'emprise existe? Est-ce que justement il n'y a pas une difficulté pour les victimes à prouver ces choses-là? Attends, quand on se fait tabasser, c'est presque plus facile à prouver. Si on porte plainte, il y a des traces. Quand on est violenté psychologiquement tous les jours, quand on nous appelle, quand on nous harcèle, c'est beaucoup plus difficile à prouver. Est-ce que ça viendrait pas de là aussi, cette difficulté de la police de traiter ces plaintes? Mais justement, c'est ça, en fait, le fait qu'on ne sait pas définir la violence. Moi, en fait, quand j'ai vu marqué sur la plainte victime de violences physiques et psychologiques, c'est la première fois que j'ai compris véritablement ce que j'avais vécu. Et donc, j'étais partie. Mais pendant tout le temps Alors oui, quand j'ai eu la main cassée, là, effectivement, j'ai admis que ça avait été de la violence, même si je l'ai excusé, etc., etc. Mais tout le reste... une fois, ma fille, elle commençait à goûter les aliments, elle avait adoré les myrtilles, j'ai voulu aller lui acheter 2 barquettes de myrtilles sans autorisation. Elles ont toutes fini à la poubelle, je me suis fait engueuler pendant 2 jours. J'avais pas réalisé que c'était de la violence. J'avais désobéi, donc je l'avais cherché. Donc, ce qu'il faudrait, je pense que oui, l'État a un rôle à faire, les entreprises ont un rôle à jouer. Et ça, c'est pas que l'État, en fait. Les entreprises, on passe les 2/3 de notre temps sur notre lieu de travail. Il y a évidemment énormément de prévention et de prise de conscience de ce qu'est la violence. Savoir que 42% des femmes victimes de violence s'ouvriraient, si elles devaient s'ouvrir, essentiellement à un collègue. Donc les collègues doivent aussi pouvoir être formés, accompagnés par leur entreprise. Donc voilà, oui, la police, oui, les médecins, oui, les entreprises, oui, tout ça en fait, c'est pas l'un ou l'autre. C'est un sujet qui brosse énormément d'aspects, il y a encore plein de choses à dire, mais j'aimerais bien qu'on passe la parole à la salle. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous interrogent ou même des situations personnelles, des choses que vous avez vécues. Merci encore d'être là. Je tiens à dire que j'ai plus les mêmes plats de pâtes, plus les mêmes saladiers. Donc s'il y a des gens qui viennent manger à la maison, tout est propre. Pas de questions pour l'instant. Si, il y a une question, pardon, j'avais pas vu. Ah, une question. Est-ce que quelqu'un pourrait lui apporter un petit micro? Merci beaucoup. Pour vous éviter de courir. Déjà, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour ces témoignages qui sont hyper forts et hyper importants.
Moi, j'ai une question par rapport à... Alors, encore une fois, il y a un moment où j'étais en train de démonter des trucs, donc je suis navrée si c'est redondant. Mais à un moment, vous avez parlé de ah oui, mais en fait non, c'était un mauvais policier, il s'était trompé. Justement, moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est le rôle de la police dans la prise de plainte, parce que dans les témoignages de violence conjugale, dans les témoignages de violence psychologique, il y a toujours cette notion de il faut aller porter plainte et on n'est pas forcément prise au sérieux. Donc, j'aimerais bien votre avis là-dessus et peut-être une piste. Est-ce qu'il faudrait former la police? Enfin, ça reste quand même le premier point vers qui on se tourne, en fait, la police. Ouais. Alors, déjà, je pense que je ne vais pas me placer du point de vue de la police. Ça, je vais y répondre après. Je vais me placer du point de vue des victimes. Je pense que ce qu'il faut absolument faire savoir aux femmes, c'est que la police n'a pas le droit de refuser une plainte. En fait, lorsqu'elle fait ça, elle se substitue au procureur, ce qui est interdit par la loi. En fait, les policiers sont là pour écouter ce que vous leur dites et le retranscrire, et après vous relisez, vous signez, si c'est fidèle. Ils ne sont pas là pour dire « Ah ouais, mais ce que vous avez vécu, en fait, c'est peut-être plus une main courante, plus ceci. » Non. Si vous arrivez pour porter plainte, un policier n'a pas le droit de la refuser. Et si vous tombez sur un débile, il y a un moment donné, vu que généralement, quand vous êtes en situation compliquée, vous n'avez pas le temps d'expliquer, d'épiloguer, il faut changer de commissariat et aller dans un autre, même si c'est loin, parfois en province, etc. Enfin, en gros, si vous en êtes là, il faut tenir tête, ou en tout cas, voilà, un policier n'a pas le droit de refuser une plainte. Je pense que c'est super important de le savoir, tout le monde ne le sait pas. Parce que, encore une fois, on ne sait pas toujours si ce qu'on vit, c'est OK pour porter plainte, etc. Je ne peux pas tout critiquer. Moi, la première année, effectivement, ça s'est mal passé. Quand j'ai fui, je me suis retrouvée en pleine nuit. Enfin, voilà, j'ai fui entre 2 et 3 heures du matin. Et à 5 heures du matin, j'ai eu un flash en me disant « Mais en fait, il va m'accuser d'avoir kidnappé la petite. » Parce qu'on n'était pas mariés, que normalement, je n'ai pas le droit de partir avec mon bébé, quoi. Donc, et ce qui est le cas dans beaucoup d'affaires où finalement les femmes se retrouvent à avoir des problèmes supplémentaires parce qu'elles sont accusées d'avoir kidnappé leur enfant. Donc je cherchais partout une réponse à 5 heures du matin, je ne voyais pas quel avocat appeler. Enfin, voilà. J'ai tapé sur Internet et je suis tombée sur le chat du site du gouvernement. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a répondu. Voilà, donc je ne savais pas que ça existait. Donc, en fait, il y a plein d'outils qui existent, mais les femmes qui en ont besoin ne sont pas au courant. Donc, sur ce chat, comme j'avais peur de l'enquête sociale, je me suis dit, allez, là, c'est plus le moment d'enjoliver les choses, tu dis cash. Donc, j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées. Comme j'avais peur qu'ils retrouvent la plainte de la signalement de l'année d'avant, je dis oui, puis d'ailleurs, on nous avait signalé, en fait, oui, il m'avait vraiment cassé la main, et puis, Et en fait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon bébé? Ils m'ont dit, là, il faut vraiment que vous alliez déposer une main courante, parce que oui, ça peut se retourner contre vous, donc vous allez signifier le départ du domicile. Et quand je suis arrivée au commissariat, où j'ai commencé à déposer la main courante, il y a une haut gradée, qui est descendue et qui m'a dit « Bonjour Sarah ». Alors que je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas. Et elle me montre des feuilles et elle me dit là, ce que j'ai dans la main, c'est le chat que vous avez eu sur le site du gouvernement. C'est très grave ce qui se passe chez vous. Donc, je vous le dis, ce n'est pas une main courante, c'est une plainte. C'est nous qui décidons. Donc, ça, c'est une évolution aussi de la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à la famille ou à la femme de décréter qu'elle porte plainte. C'est-à-dire que la police peut juger elle-même qu'en fait, il s'agit d'une plainte. Et là, en fait, la machine, elle est enclenchée. Moi, mon ex-belle-famille, ils ont tout fait pour que je retire ma plainte. Et je leur ai dit, mais je ne peux pas. C'est-à-dire, quand bien même je voudrais, c'est pas moi, c'est la police qui a décrété que c'était une plainte. Je ne peux rien faire. Voilà. Donc, oui, il y a plein de failles, mais il y a quand même beaucoup de réflexions et de choses. Le problème, c'est qu'on a du mal à aller dans les foyers, à parler et à expliquer aux femmes victimes ce qui s'offre à elles. C'est pas suffisant, mais même ce qui existe, elles ne le savent pas.
Je ne sais pas si ça répond à votre question. Peut-être Lorraine, elle aura... Lorraine, est-ce que si tu veux ajouter quelque chose sur la formation des policiers peut-être ou la prise de plainte en général? Il y a eu quand même des choses qui ont évolué dans le sillage du Grenelle sur les violences conjugales en 2019, toujours l'année charnière. Et effectivement, il y a eu tout un volet sur la formation des personnels de police-justice, notamment pour... que quand ils connaissent, quand ils ont connaissance de faits qui entraînent, qui devraient entraîner une enquête, ils peuvent directement la porter, même si la victime ne le souhaite pas, et c'est de leur responsabilité. Et il y a aussi un questionnaire qui, voilà, une sorte de grille de questions pour les victimes, parce qu'en fait, une victime de violence conjugale, vous lui demandez est-ce que vous êtes victime. La plupart du temps, elle va pas dire oui ou est-ce que vous êtes... En fait, non, mais par contre, il faut savoir des questions, par exemple, est-ce qu'il vous fait peur? Ça, je pense que c'est peut-être plus parlant. Et en fait, il faut aussi savoir amener la parole, parce que c'est ce qu'on a dit avec Sarah, mais ça se cache aussi beaucoup dans les détails, dans des choses qui sont banalisées ou dans le quotidien et que la personne, la victime ne sait plus voir. Et aussi, c'est important de le dire, mais dans le contexte du Grenelle, il y a eu tout un volet sur la responsabilisation des responsables, les hommes auteurs de violences conjugales, puisqu'il y a une inversion de la culpabilité à l'œuvre dans la mécanique, c'est-à-dire que la victime va se culpabiliser pour ce qu'elle subit, pour lui dire vite, et l'auteur, lui, se victimise. C'est quand j'ai démarré ce groupe de responsabilisation avec des hommes, c'était elle l'a bien cherché, j'ai été poussée à bout, etc. Et en fait, là, c'était des hommes qui sortaient de garde à vue, donc il y avait une plainte, c'était... voilà. Et en fait... très souvent, même s'ils sont condamnés, ils vont penser que c'est toujours des victimes. Et la condamnation en matière de violence conjugale, elle est déjà extrêmement rare, mais aussi elle ne suffit pas. Et parfois, ça peut accentuer la dangerosité de monsieur quand ça accentue son sentiment, c'est la perversité de ces situations, quand ça accentue son sentiment de victimisation, où la fois d'après, il va se venger. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le contexte du Grenelle, il y a eu une trentaine ça s'appelle des centres pour la prise en charge des auteurs de violences conjugales qui ont été développés dans le territoire à partir du modèle d'Arras, là où j'avais fait mon immersion. C'est pas un miracle, ça fait pas des miracles, mais en fait de se dire que la plupart des hommes qui sont condamnés n'ont même pas cet accompagnement, ça fait froid dans le dos. Et là, dans ce centre dont tu parles, excuse-moi, dans ce centre dont tu parles, il s'agit d'hommes qui ont été condamnés, qui sont en attente de jugement. En fait, c'est en attente. En fait, ils sortent de garde à vue. Et le procureur des Suds qui a suffisamment d'éléments dans le dossier, il les place dans il y a une partie aussi hébergement pour éviter à la victime de quitter le domicile. Normalement, il y a ce qui est prévu dans la loi et dans la pratique, mais normalement, c'est au conjoint agresseur de quitter le domicile, y compris s'il paye le loyer ou si c'est le propriétaire. Normalement, la victime, souvent madame, et les enfants, quand il y en a, doivent rester à domicile. Dans la pratique, on sait que ça marche rarement comme ça. Et à Arras, il y a ce foyer qui existe, donc le volet hébergement, et il y a aussi donc l'accompagnement avec une psychologue et une travailleuse sociale que j'ai suivi pendant 5 semaines. C'est 3 fois par semaine, en fait, ils se réunissent. Et normalement, c'est supposé les accompagner. 5 semaines, c'est très court. En gros, l'objectif... On part de tellement loin, franchement. Vous allez, si vous lisez le chapitre, vous verrez. Mais c'est très banal, en fait. C'est pour ça que ce pas des monstres. Peu. Et en fait, en 5 semaines, ils peuvent commencer à se dire « Ok, j'ai un problème dans mon comportement avec la violence spécifiquement. » Parfois, ça peut déborder du couple, mais souvent, c'est spécifique au couple parce que ça renvoie aussi à ce qu'on disait, une conception de l'amour, de ce qu'on attend, dans le couple hétérosexuel. Et en fait, ils peuvent commencer à se dire, OK, à être volontaires dans le travail, mais ce travail, ça dure souvent des années. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, pardon, je suis toujours super longue. Je voulais dire que pour les failles narcissiques, en fait, c'est aussi quelque chose, donc c'est un problème d'estime de soi, mais que la violence, en fait, en psychologie, c'est-à-dire que c'est toujours une histoire de victime, bourreau, sauveur. Où, effectivement, le bourreau se victimise
la victime veut absolument être la sauveuse de son bourreau parce que sinon ça lui est insupportable de porter la culpabilité. Moi, à un moment donné, quand j'écrivais ce livre, je me suis dit en fait je ne vais pas y arriver pour plein de raisons, mais aussi parce que j'avais peur que ça fasse mourir le père de ma fille, si on n'est plus ensemble, etc. Je ne voulais pas qu'il se suicide ou je ne sais pas quoi. Et mon père m'a... J'ai dit à mon père, mais je ne comprends pas comment j'ai pu supporter ça 10 ans. Et mon père m'a dit, mais en fait, c'était lui ou toi. C'est-à-dire que tu étais convaincu que si tu partais, il allait se jeter par la fenêtre. Donc, même si ce n'était pas la réalité, c'est ce que tu croyais. Donc, il faut accepter d'être potentiellement responsable de la mort de l'autre. Et quand on est quelqu'un d'un peu gentil, on n'en a pas envie. Donc c'est ça le problème du retournement de qui est la victime, qui est le sauveur, qui est le bourreau. Voilà. Oui, d'ailleurs, les menaces de suicide, y compris et menaces de mort, chantage au suicide, menaces de mort, ça fait partie en fait des signaux d'alerte de vigilance maximale. Ça, c'est aussi ce qu'il faut, dans la formation, mais il y a quelques... excusez-moi, c'est la fin de la journée, du coup je mets plus de temps à parler. Il y a quelques signaux d'alerte maximale qui doivent se déclencher automatiquement. Par exemple, chantage au suicide ou menace de mort, ça fait partie du top, comme par exemple tentative de strangulation aussi. Et évidemment, il y a aussi des contextes, par exemple contexte de séparation et présence d'armes à feu. Je ne dis pas que si toutes les cases sont cochées, ça va conduire au féminicide, mais en tout cas, c'est des contextes qui doivent normalement déclencher des niveaux d'alerte maximale. Ça me fait penser à ce que tu dis, le chantage au suicide, qui est assez fréquent, j'ai l'impression, assez trop banalisé. Comme les insultes, hein. D'ailleurs, les insultes dans le couple, j'ai l'impression que c'est très très fréquent, y compris chez les jeunes. Je suis devenue allergique aux insultes. J'étais déjà, mais avec ce travail, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, j'ai 2 questions d'abord, peut-être tout au fond. Bonjour. Merci pour tous vos éclairages sur les différentes formes de violence. Ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, y compris sur ce qu'on peut voir, sur ce que les gens vivent autour de nous. Et mais je me demande, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'État, des soignants, etc. Mais comment, en tant que citoyen lambda, si on pense voir quelqu'un qui est sous emprise, comment nous, on peut aider? Comment on peut aider la personne? Ou comment on peut... Est-ce qu'il faut dénoncer? Enfin, voilà, j'imagine que... Alors, c'est une très bonne question. Personnellement, je n'ai pas de réponse totalement définitive parce que chaque cas est différent. C'est sûr que quand vous faites un signalement, vous ne pouvez pas porter plainte à la place de quelqu'un, vous pouvez signaler. Il y aura une convocation au commissariat, donc ça peut enclencher des situations délicates au sein du couple. Cela dit, à terme, ce sera utile puisque ça permet une prise de conscience. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire, je dirais, juridiquement parlant. Ensuite, il y a tout l'accompagnement de cette personne. Encore une fois, une faille narcissique, vous n'allez pas la guérir en disant à quelqu'un « mais c'est pas normal ce qu'il te fait, moi il me fait peur, etc. etc. » parce qu'en fait, vous démontrez à la femme victime que ce que lui dit son homme est la vérité. Parce que généralement, le discours d'un bourreau, c'est « mais personne ne nous aime, moi personne ne m'aime, ils veulent tous nous séparer, etc. etc. » Donc finalement, quand vous dites ça, vous lui donnez raison. Entendons-nous bien, dans son discours. Donc ce n'est pas par ce biais-là qu'il faut prendre le problème, je pense, et c'est ce que m'ont dit aussi d'autres spécialistes de l'emprise, c'est au contraire essayer de combler la faille narcissique, c'est-à-dire rassurer la femme sur le fait qu'elle vaut quelque chose, qu'elle est importante, qu'elle est plus forte que ce qu'elle ne croit, que vous ne la jugez pas, que vous êtes là, etc., que vous l'aimez, etc., etc. Même si ça peut paraître un peu bateau, en fait, il faut lui donner confiance en elle, lui donner l'envie d'aller chercher du beau dans la vie. C'est un peu cuicui les petits oiseaux, mais en fait, c'est vrai.
moi, j'en étais arrivée à un stade où franchement, je voyais pas de joli lendemain possible. Et en fait, bon, j'ai un travail avec une psy, etc. Mais véritablement, c'est au niveau de la faille narcissique que ça se joue. Et ça peut paraître bête, mais j'étais déjà écrivaine. Et j'ai un jour un de mes lecteurs qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant que j'étais merveilleuse, enfin des mots que j'avais pas entendus depuis 10 ans, que j'étais géniale. Enfin, il avait absolument raison, mais bref, c'était d'une telle gentillesse et d'une telle gratuité que ça m'a sidérée aussi. Voilà, parce qu'il a participé à mon envie d'aller combler la faille narcissique. Donc voilà, je dirais qu'il y a le côté juridique avec des précautions quand même, parce que il faut être sûr que vous allez être là dans les jours qui suivent, etc. Que si votre copine ou votre mère ou quoi, elle est convoquée au commissariat, que quand elle rentre chez elle, c'est compliqué, etc. Il faut pouvoir être là. C'est pas insurmontable, mais en tout cas, faut pas le faire la veille de votre départ en vacances ou d'un déplacement de travail. Et puis, il y a tout le côté de l'accompagnant, je dirais. Voilà. Ouais, c'est très beau ce que tu dis, Sarah. Garder le lien. Le jugement, malheureusement, on a très envie de juger. C'est toujours écho entre individuel et sociétal, où quand on parle de violence, la première question que les gens disent, c'est pourquoi est-ce qu'elle reste? Enfin, voilà, c'est la première question qu'on apprend aussi à dépasser. Généralement, celle qui vient après, c'est mais pourquoi tu as fait un enfant dans ce couple? Ouais, voilà. Mais garder le lien avec la personne, je pense qu'il faut être un peu sur 2 niveaux, mais il faut documenter, garder des preuves, parce qu'en fait, malheureusement, c'est très compliqué pour cette personne. Mais garder des preuves pour elle, ça peut être tenir un journal de ce que vous constatez avec les dates, etc. Voilà, ça dépend de la situation, mais c'est de garder des preuves pour le jour où elle en aura besoin, même si c'est dans 10 ans, et garder le lien avec elle et continuer de lui montrer que la vie, ça ne devrait pas être ça, mais par des exemples positifs, de faire des choses avec elle, voilà. Mais je pense que c'est important quand il y a des violences graves, de dire quand c'est pas normal quand même. Par exemple, s'il y a un témoignage de viol ou ce genre de choses, de le dire quand même, s'il y a le lien de confiance. Bien sûr. Et je dirais, alors, quand c'est quelqu'un qui verbalise de cette façon-là, bien sûr, réagir, l'accompagner au commissariat, etc. Mais d'une façon générale, à partir du moment où, quand on est dans une sidération traumatique, on est désincarné, pousser la personne à se réincarner. C'est-à-dire ne pas lui dire ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est plutôt mais qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est-à-dire la pousser en fait à elle-même se regarder. Voilà. On avait une autre question, il me semble. Ouais. On a le temps encore? Oui, on va prendre le temps. On va prendre une minute ou deux. Alors moi, je me demandais, est-ce que dans les travaux que vous avez pu faire, est-ce que, donc, par exemple, vous, Sarah, vous avez réussi à partir avant et en fait, je me demande, est-ce que pour toutes les femmes qui arrivent à partir avant, est-ce que les hommes qui potentiellement ont une plainte sont suivis? Est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur des témoignages? Et voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'on en vienne au féminicide dans tous les milliers de cas où la femme arrive, heureusement, parce qu'on en parle plus, parce qu'on écoute aussi plus, à stopper ça, quoi. Alors, ça vous arrive. Encore une fois, il y a plein de facteurs. Et ça commence pour moi avec l'information. Par exemple, là, je suis en train de développer avec une marque de sac, le sac pour s'enfuir. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que la plupart des femmes ne savent pas qu'une fuite, à moins d'être en danger de mort immédiat, ça se prépare. Que par exemple, si vous partez, mais que vous n'avez pas le livret de famille, vous n'avez pas les papiers d'identité des enfants, que vous n'avez pas les actes de propriété, que vous n'avez pas les doudous, etc., tôt ou tard, vous allez devoir revenir dans la maison. Donc, ce n'est pas grave si votre départ, ça vous prend des semaines, des mois. De toute façon, la situation, dans bien des cas, en fait, les femmes ne meurent pas dans le quotidien. Elles meurent quand elles s'en vont. Donc, il faut que ce départ ait été préparé.
qu'elles aient de l'argent en espèces, que ce sac ait été mis dans un endroit à l'abri, etc., qu'elles enlèvent la puce de leur téléphone pendant quelques temps, qu'elles n'aillent plus du tout sur les réseaux sociaux. Enfin bref, tous ces détails qui font qu'il y a un moment donné, il faut disparaître dans la nature et avoir plus besoin de personne. Je prends toujours cet exemple assez bête, mais moi j'avais de la chance d'avoir mes parents. Quand la policière est arrivée et qu'elle m'a dit je vous préviens, c'est une plainte, c'est pas une main courante, on en a pour au moins 3 heures, prévenez chez vous que vous ne serez pas rentrés avant longtemps. Comment elles font les femmes qui n'ont pas leur maman pour garder leur bébé? Quand on arrive, qu'on a fui comme ça, qu'on est complètement hagard, qu'on n'a pas de fringues, qu'on n'a rien, qu'il faut nourrir un bébé, qu'on n'a pas le biberon dans le commissariat, qu'on n'avait pas prévu le coup de rester 4 heures au lieu d'une demi-heure. Enfin, en fait, il y a plein de choses auxquelles on ne s'attend pas parce qu'on ne sait pas. Donc déjà, il y a tout un travail d'information que un départ, ça se prépare. J'ai oublié ce que je voulais dire ensuite. Je peux répéter si vous voulez hein, ma question je veux bien. entière. Non, c'était, est-ce que du coup, là, si on parle de responsabilité de l'État, est-ce qu'il y a un suivi en fait des hommes qui vont être signalés en tant que violents par des femmes qui ont réussi à partir? Le problème, c'est qu'en théorie, oui, mais après, il y a la pratique. Moi, par exemple, j'ai porté plainte donc, le 6 juin. J'ai été convoquée au commissariat avec le père de ma fille en mars. Voilà, donc il peut se passer plein de trucs en 8 mois. Donc oui, on a été convoqués. Oui, ça a été pris en charge. Le problème, il est toujours dans ces petites failles. Enfin, c'est pas petit, en l'occurrence, c'est plusieurs mois. Mais c'est ce que je dis dans le livre. Comment elles font, celles qui n'ont pas une famille, qui n'ont pas un métier qui leur permet d'avoir un toit, ou tôt ou tard, il faut qu'elles retournent. Parce que le problème, il est là. C'est qu'il faut pouvoir le payer, le loyer. Il faut pouvoir la payer, la bouffe, tous les jours. Comment on fait? Voilà, donc oui, il y a un suivi. Et je ne parle même pas du suivi psychologique qui devrait être imposé et qui ne l'est pas. Enfin, tout est très, très, très opaque, en fait. Donc, en théorie, il y a des outils. En pratique, c'est encore autre chose. Je suis désolée, on est un petit peu pressé par le temps. Je vais devoir conclure. Il me reste à vous remercier. Merci Lorraine Descartes. Merci Sarah Baruch d'être venue ce soir. Je rappelle juste vos 2 ouvrages. Donc Lorraine, tu as écrit Nos absentes aux éditions du Seuil, que je vous conseille vivement, tous les 2 d'ailleurs. Et Sarah, tu as écrit 125 Académiniers aux éditions Harper's Collins, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ouais, je suis désolée, on va être un petit peu pressé, mais par contre, si vous souhaitez discuter un petit peu plus avec Lorraine et avec Sarah, il n'y a pas de problème. Et on est sur les réseaux sociaux, bien sûr. donc à la rigueur, vous nous écrivez sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, voilà. On est là. J'aime bien recevoir les messages des lecteurs. Voilà. Enfin, que les messages gentils. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce festival. Et merci à toi, Amandine. Et à l'année prochaine. Reprendre la parole juste après ça. Merci, sincèrement. Je pense que je parle pour tout le monde, les personnes qui sont parmi nous, les personnes qui sont en live, pour cette intervention si forte et si, je pense, vraie. Merci à vous. C'est l'occasion de vous remercier à toutes. Je vais y arriver. Vous me remercier tous et toutes pour cette journée. Merci pour celles et ceux qui sont là depuis ce matin, d'avoir participé, d'avoir écouté nos différentes intervenantes et intervenants. Merci à vous de nous avoir soutenus, notamment en s'inscrivant assez tôt pour le festival. Merci d'avoir donné. C'était c'était finalement vraiment la première année où on a aussi ouvert réellement aux dons pour faire ce festival. On a pu parler tout à l'heure aussi de nos partenaires. On tient vraiment à les remercier. C'est grâce à eux que ça se fait. Mais je voulais prendre le temps de remercier l'équipe du Festival Imprimé. Le Festival Imprimé, c'est co-organisé par la revue Far West, représentée là par Flo Laval, et l'équipe de Médiane.
Alors, je vais citer leurs prénoms, notamment un merci tout particulier nous côté de Médiane à Juliette Cahen, qui travaille depuis son arrivée chez Médiane il y a un an. Merci Juliette, je sais à quel point ça a été un travail immense à faire. Merci Mathilde d'avoir te retweeté toute la journée avec Christelle, avec Baptiste. Merci Marine Slavic, qui est journaliste chez nous, qui a animé la session. Merci Benoît Michaeli, qui a réalisé toutes les photos de la conférence, mais également Pauline Butel dans l'équipe, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a permis à ce festival également de se réaliser parce qu'elle travaillait sur plein d'autres sujets. Côté Far West, un immense merci à Amandine qui a magnifiquement bien réalisé cette conférence. Merci à Clémence qui est sur l'ensemble des sujets également édito. Merci à Fred, les ateliers du stream, qui réalise l'ensemble de ces vidéos, le direct, dont vous verrez aussi la suite, pour ce travail absolument génial. Merci Stéphanie d'avoir réalisé l'ensemble des questions de partenaires, de logistique. Il y a beaucoup de choses. Merci Flo, sincèrement, de mener ce travail un peu fou avec nous. Merci Anna, merci Raphaël, merci Margot. Il y a plein de gens qu'on oublie, mais vraiment, merci. Vous savez qu'on vous cite également. Et je vais donner la parole à Flo. Merci à vous. J'ai un doute, on a bien remercié Antoine. Hein, on a remercié Antoine. Ouais, vraiment Antoine qui est derrière tout ce grand bazar, qui est là. Merci vraiment Antoine. Pour tout. Antoine, notre régisseur, qui a resté calme même quand on s'énervait et qui a tout géré depuis une semaine. Ouais, il a géré nos vies depuis une semaine quasiment. Et plus que depuis une semaine, mais tout particulièrement cette semaine. Tu as fait tous les remerciements, je ne sais plus trop quoi dire maintenant du coup. Oui, déjà qu'il y a un petit pot qui est prévu. On espère que vous avez passé un petit peu de temps avec nous pour prendre un petit verre avant de partir. Et puis, on remercie nos invités évidemment d'aujourd'hui. On a eu de belles des conférences magnifiques. En fait, j'allais dire belles, mais non, des conférences intenses, magnifiques. Aujourd'hui, hier aussi, toute la semaine. C'est un plaisir, c'est une très grande fierté aussi d'être capable de mener ce projet. Et je parle au nom de tout le monde et c'est pas... c'est vraiment chouette. Et puis il y a aussi le truc on est deux équipes, Médiane et entre Paris et la Bretagne, on est à Bordeaux, on a tout fait en visioconférence. C'est un miracle qu'on soit toujours amis. Je ne sais pas comment c'est possible de travailler comme ça. C'est chouette, ça prouve que vous êtes des gens super pour qu'on arrive à travailler comme ça. Je suis un peu ému aussi, un peu fatigué. J'espère qu'on n'a rien oublié. On espère vous revoir l'année prochaine. Et puis à très bientôt. Voilà, merci. Merci à vous.